Jean Madelin, alors j'ai 89 ans, alors j'ai commencé à travailler en fin 1946, j'avais 22 ans, et je suis parti fin août 1976, 30 ans plus tard. J'étais, oui, directeur de cette entreprise qui était à l'époque une coopérative ouvrière de production. Pour préciser, j'ai d'abord commencé sous la direction, si je puis dire, de Madame Jantroux, veuve de l'ancien directeur Gaston Jantroux, qui est décédé fin 1944 après le bombardement. Et cette dame Jantroux, qui travaillait précédemment au service commercial, a continué, a pris la relève de son mari, mais à titre transitoire, évidemment. Même le ver de fougère était une expression courante au XVIIIe, même XIXe siècle en partie, dans tout le pays. Et ça ne voulait pas dire le ver de fougère, la ville, mais c'était le ver de la fougère. Végétale. La plante. Voilà. Question que je me suis toujours posée, mais sans trouver la solution, c'est que la verrie ordinaire et commune, à l'époque, s'appelait le ver de fougère. Le ver de fougère. Et effectivement, on a brûlé, enfin dans les pays comme le nôtre, où les fougères étaient nombreuses et poussaient comme du chien-dent, si on peut dire, on brûlait les fougères et leurs cendres étaient riches en carbonate de soude. Donc, elles apportaient le fondant, en quelque sorte, du sable. Mais ça devait quand même, il fallait, je pense, en mettre des quantités énormes. Alors, c'est quelque chose que je me l'explique assez mal. Parce que les cendres de fougère, c'est quand même peu de choses par rapport au tonnage ou au volume de fougère qu'il faut utiliser, qu'il faut brûler. Alors bon, il y a une petite énigme, elle est secondaire. Les oxydes métalliques étaient déjà employés. Mais à partir de 1960, je n'ai pas la date tout à fait en tête, on s'est mis à fabriquer des verres de couleur. Alors là, on a eu recours à ces oxydes métalliques et à d'autres, en quantité beaucoup plus importante, évidemment, pour avoir un verre bleu ou un verre violet, Voilà. ou un verre vert. Tout un panel de couleurs différentes. Voilà. Le verre étant obtenu avec du bichromate de potasse, enfin, ou quelquefois une combinaison d'ailleurs de plusieurs. La couleur la plus difficile à obtenir étant le rouge. Et oui. Alors le rouge, on n'a pas pu l'obtenir du premier coup. On a fait des essais, parce qu'on avait des compositions anciennes, dont certaines venaient de Langley d'ailleurs, et on a fait des essais en utilisant ces compositions, c'est-à-dire une liste de produits chimiques avec des quantités en regard. Et la première fusion, on a obtenu un verre blanc. C'est un vilain blanc. On croyait obtenir du rouge et puis tout ça. Parce qu'il faut dire que le sélénium, qui est le colorant principal pour le rouge, le sélénium est très volatile. Donc si on ne fait pas très attention, au cours de la fusion, il s'en va. Il s'en va dans l'atmosphère et il reste un mauvais vert blanc. Alors là, on a eu du mal et j'ai dû faire appel à des techniciens extérieurs, en particulier à un monsieur qui était ingénieur à la Sauvirelle, à Bagnols-sur-Loing. La Sauvirelle, qui était une filiale de Saint-Gobain et qui fabriquait du verre de signalisation pour la SNCF. Vous savez, les signaux rouges, les signaux verts peut-être, mais enfin le rouge en particulier, qui marque une fermeture absolue des voies, c'était donc un verre rouge. Il fallait qu'il soit vraiment rouge, il ne fallait pas tricher sur le rose ou je ne sais pas quoi. Et c'est cet ingénieur de la Sauvirelle qui a bien voulu accepter de venir un jour à l'usine, à Fougères, et qui nous a donné une composition faisable, disons, pour nous, du verre rouge. Mais on a eu quand même du mal encore, quoi. Et le rouge a toujours été une couleur très dure à réaliser, même dans les années 2000. Hein, c'était toujours... Oui, oui, il peut y avoir des nuances. Et puis ça peut changer à la cuisson, ça peut, etc. Ça peut varier dans le temps. Tout à fait. C'est une couleur très délicate.
Justement, là, moi je disais dans un article, Sonoristal, ça vous dit quelque chose? Un sonoriseur, oui, c'est moi qui avais inventé ces deux marques. Si vous voulez, à la même époque où on a sorti ce verre de couleur, on a sorti aussi un verre qui correspondait à une appellation commerciale, mais qui n'a jamais eu de définition officielle, c'est le demi-cristal. D'accord. Le demi-cristal a été une appellation des grands magasins, en fait. Mais ça ne correspond à aucune norme officielle. Nous, on a appelé ça plus modestement le verre sonore. C'était du verre sonore. C'est-à-dire que la composition est quand même modifiée. C'est-à-dire qu'au carbonate de soude, on ajoute un peu de carbonate de potasse, mais surtout, on force sur le carbonate de baryte. Ce sont des verres à la baryte en général, qui ont une certaine sonorité, très inférieure à celle du cristal, mais une certaine sonorité. Et alors, pour valoriser ces produits, verre de couleur, verre sonore, j'ai fait déposer à l'OCE, non, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin, à l'organisme qui recueille les marques de fabrique, j'ai fait déposer Sonoristal pour le verre sonore et Braisistal, Voilà. Braise, Bretagne, Voilà, Braisistal c'était bien symbolique pour de... le verre de couleur. Et puis en même temps, j'ai fait faire chez l'imprimeur des petites étiquettes avec une hermine, autant que des étiquettes vertes en losange. Non, elles étaient dorées là. Enfin, peu importe, des petites étiquettes qu'on collait en principe sur chaque verre pour valoriser, d'autant plus que ces verres-là, surtout les verres de couleur, étaient livrés, comme c'était la mode à l'époque, en coffret de 6 verres ou de 8 verres. 8 verres, c'était 2 de chaque couleur. Et où il y avait les 4 couleurs. Il devait y avoir donc le rouge qu'on avait réussi à faire, le violet, le vert, le bleu. Oui, c'est ça, c'était les 4. C'était les 4 couleurs. Alors il y avait également un vert jaune ambré là. Alors celui-là, je ne me rappelle plus comment on l'appelait exactement, mais il était obtenu par un produit chimique tout préparé, vendu par Ron Poulenc. Ah oui. Si vous voulez, ça c'était, je ne D'accord. sais plus comment on appelait ça, mais c'était un produit déjà élaboré qui était vendu, prêt à l'emploi en quelque sorte. Nous avions un horaire constant tout au long de l'année et qui a été fixe pendant, je ne sais pas, peut-être 25 ans, oui, pas tout à fait 30 ans, parce que dans les dernières années, on avait été obligé de réduire du fait de la conjoncture. Le travail des verriers commençait à 6h30, il y avait une pause à 9h, de 9h à 9h30, pause du casse-croûte, et puis ils arrêtaient à midi, ils reprenaient à 1h30, chacun rentrant chez soi pour déjeuner. Certains qui avaient apporté leur repas pouvaient le prendre sur place dans une sorte de cantine qui était à leur disposition, enfin un local tout au moins. Ils reprenaient donc à 1h30 et ils terminaient à 4h30. Autrement dit, la journée de 8 heures, c'était 5 heures le matin, dans une période réputée plus fraîche, et 3 heures l'après-midi. Alors, ils travaillaient également le samedi matin, les 5 heures habituelles, 6h30, midi. Pour les femmes, c'était très différent. Les ateliers de femmes, c'est-à-dire l'emballage, le coupage d'abord, le triage, l'emballage, et puis le décor, l'atelier de taille, l'atelier de décor. C'était un horaire hebdomadaire de 40 heures. Et chaque jour, les heures étaient différentes de celles des verriers, bien sûr, qui n'étaient pas très agréables pour tout le monde. Donc les femmes travaillaient de 8 heures à 11h30, de façon à avoir 2 heures chez elles pour les repas, reprenaient à 1h30 jusqu'à 6 heures. Ça faisait 3h30 le matin et 4h30 l'après-midi. Et encore une fois, cet horaire a été constant pendant de très longues années.